Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, notre édition est très unique, très intéressante, puisqu'ensemble, nous allons découvrir la beauté de l'île de la Martinique. Et cela à travers le parcours de Madame Jessie Belmoyeo, qui est venue s'installer en Égypte il y a 5 ans, et elle a pu faire l'amalgame entre plusieurs civilisations en venant s'installer ici, et également appliquer plusieurs objectifs et aspirations qui peuvent varier entre l'application du développement durable arrivant à la prospérité et à la joie familiale. Madame Jessie, bienvenue à notre programme, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi, merci, bonjour. Toujours, on commence notre édition avec les souvenirs de l'enfance, une période qui vraiment peut avoir ses empreintes sur la vie de l'être humain pour toujours. Et cette fois-ci, je crois que nous allons découvrir des souvenirs très uniques, très intéressants, puisque vous avez passé votre enfance en Martinique. Oui, tout à fait. Je suppose qu'il n'y a pas tant de Martiniquais en Égypte, mais moi j'ai eu énormément de chance. Je suis née dans une famille où il régnait beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Avec nos 2 parents, on vivait dans une très belle villa entourée d'1 hectare de terre avec des arbres fruitiers, des animaux, des chiens et tout. Donc on a eu une enfance merveilleuse. Donc papa, il était ingénieur et dessinateur. Maman, elle était institutrice, donc elle s'est beaucoup occupée de nous, donc il fallait filer les doigts pour les études. J'ai également 2 frères, je suis la dernière. Mon frère, j'en ai un qui est directeur informatique et l'autre qui est directeur sur la partie, on va dire, sociale et urbanisme. Et chaque week-end, on avait la chance de partir dans notre villa au bord de mer et de faire du bateau. Donc tout ça pour montrer qu'on a été très très imprégné par la nature. De ce que vous avez dit, je peux constater que les mots-clés de votre vie sont joie et réussite. C'est ça. Pour continuer cette réussite, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème à l'université ? Alors, au début, j'avoue que j'étais plutôt orientée vers la filière économie, puisque j'avais eu un bac de sciences économiques, mais je n'étais pas encore très au clair sur ce que je voulais faire exactement. Mais après, pour me laisser un peu de temps, j'ai fait 2 années à l'université Antilles-Guyane en Martinique. Et après, j'ai eu l'opportunité de voyager, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire Sciences Po à la Sorbonne, à Paris 1, qui était très coté, qui reste toujours très coté à l'époque. Donc j'ai fait Sciences politiques en licence. C'était pas facile, hein, parce que je sortais d'un environnement, on va dire bisounours, avec le papa, la maman, les nounous, la nounou qui dormait à la maison, donc je ne savais pas cuisiner, Et je suis arrivée à Paris, où il fallait prendre le métro. J'étais toute seule dans un appartement, et je partais, il faisait nuit, et je rentrais, il faisait nuit. Donc ça changeait de mon environnement insulaire. Donc je me suis accrochée avec l'aide de maman. Après, j'ai fait une maîtrise d'économie internationale pour encore me laisser le temps de réfléchir. Et après, j'ai eu la révélation de faire, pourquoi pas, du transport, puisque le transport, c'est une des problématiques majeures, on va dire, des îles, des Antilles. Donc, qu'il s'agisse du transport aérien, maritime ou terrestre. Donc, j'ai fait un DESS de transport et logistique dans l'idée de revenir chez moi en Martinique. À la fin des études universitaires, où avez-vous commencé votre carrière? C'était en France ou vous vous êtes retourné en Martinique? Alors mon rêve, c'était de retourner chez moi.
c'était de revenir en Martinique pour être proche de maman, de mes frères et de toute la famille qui, comme en Égypte, extrêmement importante. On passe de très très bons temps les week-ends. Malheureusement, vous savez, ça ne s'est pas fait. Voilà, Dieu seul sait. On a beaucoup essayé, même avec des appuis assez forts, hein. Mais non, les portes ne se sont pas ouvertes. Donc, à un moment donné, j'ai dit à maman, ben, peut-être qu'il faut que je retourne. C'était assez émouvant, puisqu'entre-temps, on avait perdu notre papa. Donc, je suis retournée encore en France pour faire une spécialisation. J'ai fait un master en développement durable et en qualité, sécurité, environnement. Et là, ça a ouvert les portes parce que c'était une très bonne fac. C'était la fac Pasqua. Pasqua, c'était un ministre. Et elle est située dans le pôle le plus important, on va dire en français, à la Défense. Et surtout, c'est pas vous qui allez chercher du travail, c'est les sociétés qui viennent vous proposer des stages qui vont de toute façon aboutir sur un emploi. Bon, c'était bien sûr le quartier des affaires et également vous avez choisi de vous lancer dans un domaine qui était nouveau et important. Maintenant, on ne s'arrête jamais de répéter qu'il existe des objectifs de développement durable tout en appliquant tout ce qui concerne la qualité et la sécurité. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser comme avant. Et si on pense à nos enfants, aux générations futures, on nous a confié un monde dans lequel on a bien évolué, mais je crois qu'il est urgent de penser à nos enfants et de ce qu'on va leur laisser. Et le développement durable, ce n'est pas seulement une thématique à la mode. C'est une thématique, il y a beaucoup de migration à cause des problèmes climatiques. Il y a beaucoup de problèmes géopolitiques à cause de toutes ces thématiques-là. Et aussi, la qualité, c'est ce qui régit le management, le process interne et l'organisation. Donc, oui, c'est vrai que c'est un sujet complètement actuel. Quand vous vous êtes lancé dans ce domaine, j'estime que vous avez passé par plusieurs phases également. Vous avez fait plusieurs déplacements. Alors, parlez-moi un peu des étapes et des points marquants de votre carrière. Alors, encore une fois, je vais encore parler de chance. Dès ce master, moi, je voulais travailler dans une grosse boîte multinationale. On pouvait voyager. Là encore, les portes se sont fermées. Et mon chargé d'études m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas plutôt aussi voir au domaine de la construction? Je dis, non, mon papa, il a déjà travaillé là-bas, c'est pas trop mon genre, moi je suis féminine. Il m'a dit, non, vas-y, il y a plein de tes collègues qui travaillent aussi, qui veulent travailler. Donc je suis allée et j'ai eu, et bizarrement, alors que c'était juste pour un stage, l'entretien s'est passé à 4 personnes avec le directeur de projet, 2 opérationnels plus le DRH. Donc j'ai bien compris que c'était important. Et là, ils m'ont prise pour ma singularité. Le directeur de projet a dit, je veux travailler avec elle parce qu'elle est souriante et surtout, elle aura la diplomatie de travailler avec les ouvriers et aussi avec les clients. Donc je crois que ça lui convenait. Donc à partir de là, c'est un projet qui est un projet clé qui devait aboutir s'il marchait, qu'on devait renouveler sur beaucoup de villes de France. Et aussi, c'est vrai qu'on a eu un grand succès. Après ça, j'ai rejoint le siège et là, j'étais en charge au niveau corporate
Donc j'avais une équipe de 12 auditeurs on n'a pas commencé à parcourir le monde puisque j'étais worldwide. Et dans mes deux autres sociétés, je n'ai pas fait tant de sociétés que ça, j'en ai fait deux, parce que je suis une fidèle. Et dans les grosses sociétés, comme vous savez, il y a énormément de possibilités, de perspectives. Donc je dois dire que le seul continent sur lequel je n'ai pas travaillé, c'est l'Australie. Sinon, il me semble que j'ai un peu parcouru le monde. Donc c'est pour ça quand les gens me disent « Oh, tu as de la chance de voyager », j'ai dit « Ça va, je peux passer la main ». Et après, j'ai aussi travaillé sur tous les cycles du projet, c'est-à-dire de la phase commerciale, la phase design, jusqu'à la phase mise en service. Et puis j'ai aussi bien travaillé pour des pays directement, puisque j'ai été aussi conseiller pour des ministres. Et aussi j'ai travaillé pour des projets, pour des bailleurs de fonds. Donc ça me donne maintenant beaucoup plus de recul, on va dire. Et si on passe au séjour en Égypte, vous êtes ici depuis 4 ans, 5 ans? Oui, c'est ça, je vais sur ma 5e année. Alors, l'Égypte, c'est particulier. Je veux dire, c'est pas moi qui ai choisi l'Égypte, c'est l'Égypte qui m'a choisi. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu la chance de travailler dans mon ancienne boîte avec un directeur de projet qui est après devenu directeur de région. Et il m'a dit, ah Jessie, on a besoin de ton aide sur une étude FASEP et pour un projet de métro. Et ils ont besoin de quelqu'un qui puisse les aider à mettre dans les cahiers des charges, des appels d'offres, des exigences, développement durable, qualité, sécurité, environnement, ce qui n'avait jamais été fait par ailleurs. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Comme je lui faisais confiance, je suis partie et c'était pendant la Révolution. Donc l'Égypte, c'est magique. Tout le monde rêve de venir en Égypte. Malheureusement, on ne pouvait pas trop se déplacer, mais quand même, on a pu faire des petites escapades, voir la danse du ventre sur les bateaux. Je suis restée à peu près la toute première fois, je crois vers 2011, 3 mois. Ça c'est bien, c'était pas facile au début, le temps que les gens comprennent de quoi on parle. Après, on est passé de 2 personnes. Et à la fin de la mission, il a dit, OK, il y a là, j'organise une master réunion, donc on était une trentaine, donc on a pu faire une présentation. Et après, quand je suis partie, je me suis dit, je crois que c'est un pays dans lequel je pourrais vivre. Et bon, la vie a continué. Et donc il y a 4 ans, alors que j'avais décidé de monter ma propre société d'ingénierie, je me suis rapprochée de cette ancienne société. Il m'a dit, tiens, il y a une opportunité en Égypte pour maintenant assister la partie du gouvernement qui s'occupe du métro, mais aussi pour superviser toutes les entreprises internationales et françaises. J'ai dit, pourquoi pas? Alors j'ai dit, par contre, je pars en famille. Ils m'ont dit, ok, bon voilà, ça s'est fait comme ça. Donc je suis revenue dans un pays connu, mais pour m'installer cette fois-ci. Et si on passe au côté familial, c'est pas évident vraiment de pouvoir réussir, de fonder une famille. Vous êtes maman de 2 enfants également, se déplacer, travailler, avoir plein de responsabilités pour le travail, également à la maison. Dites-moi comment vous pouvez vous organiser pour tout ça. Alors je dois dire que j'ai 2 piliers. Le premier pilier, c'est mes parents. C'était des battants et ils étaient aussi extrêmement organisés. Donc, dès mon enfance, j'ai su que c'est possible d'être
femme d'affaires où travailler beaucoup en ayant une famille hyper unie parce que le socle de l'amour et de la stabilité, c'est la famille. Arrivée ici en Égypte, j'ai aussi un mari qui voyage beaucoup parce qu'il est homme d'affaires. Donc on a mis très vite en place une organisation pour sécuriser les enfants avec des nounous, beaucoup de personnel à la maison. Pour aussi, moi, me tranquilliser, je ne peux pas être dans des rendez-vous, dans des meetings et puis penser que mes enfants ne vont pas bien. Donc on a aussi choisi un cadre de vie très agréable pour eux et un quartier qui nous sécurise. Alors à partir de là, ça donne toute la latitude. Et puis quand je reviens, je suis contente de revenir à la maison. Ils sont contents de m'accueillir. On a aussi 2 chiens. Donc ça fait que du chien, des oiseaux, ça fait que ça fait beaucoup de vie. Et quand je reviens, je peux vraiment couper. Et pour venir vivre en Égypte, parlez-moi un peu de cette vie. Est-ce que vous vous contentez des responsabilités du travail ou vous avez un lien ou une interaction avec la société égyptienne? Comment vous faites? Alors vous savez, ici en Égypte, j'ai eu le plus beau compliment que je n'ai jamais reçu de ma vie. J'ai travaillé avec plus de 13 000 personnes sur le projet. On va dire au moins 80% du management, c'était des Égyptiens. Et il y en a un particulier, même 2, hein, des très grosses boîtes égyptiennes qui m'ont dit Jessie, on ne fait pas de différence entre toi et les Égyptiens. Tu es égyptienne et tout ton cœur aime l'Égypte. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que on ne peut pas travailler dans un endroit sans ne pas aimer les gens. Donc moi, d'abord, j'ai cherché à comprendre qui sont les Égyptiens, c'est quoi la culture, c'est quoi l'âme profonde. Et grâce à mes enfants, on a beaucoup, beaucoup d'amis égyptiens, puisqu'on est invité, on a fait le choix de mettre les enfants dans une école égyptienne internationale qui est la plus réputée et aussi qui fait sortir beaucoup de docteurs. Donc du coup, tout ça fait qu'on est invité aux anniversaires, aux mariages, aux fêtes traditionnelles. Et aussi, on a eu la chance à la fin de ma mission de voyager, d'aller à Gouna, d'aller à Nsotna, d'aller à Sharm el-Sheikh, d'aller à Taba. Donc, vous avez un magnifique pays. Moi, quand je dis aux amis des îles qui sont très loin, je dis, mais venez en Égypte, c'est un musée à ciel ouvert. Et les Égyptiens ressemblent aux Martiniquais. Est-ce que vous comptez continuer également en Égypte? Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, j'ai encore eu l'opportunité d'être dans une autre boîte. Pour le moment, on est là. Après, on verra ce que la vie va nous réserver. Puisque vous l'avez mentionné, je voudrais également parler de ce stéréotype. Déjà, quand je parle à des étrangers qui sont installés en Égypte, on voit que des fois, ils avaient des stéréotypes, des idées, des arrière-plans dans leur tête. L'Égypte, des fois, n'est pas tout à fait bien présentée avec fidélité à l'étranger. On ne voit que les pyramides, peut-être le désert, et pas plus que ça. Des fois, il y a des soucis en ce qui concerne la sécurité. Je voudrais savoir, dans votre cas, est-ce que vous aviez des préjugements, un stéréotype avant de venir et en venant s'installer en Égypte? Comment vous l'avez trouvé et comment vous la présentez à votre entourage? Alors, pour avoir encore une fois beaucoup, beaucoup voyagé, justement, ma chance, c'est que je ne me mets pas de stéréotypes avant de partir. Et à la limite, je ne cherche même pas à savoir. J'ai mon idée et je pars à la découverte d'un peuple. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc je vais à la rencontre des gens. J'aime l'homme avec un grand H. Après, aujourd'hui, j'y suis. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu moins faciles, mais moi je parle en tant que femme qui travaille. Le problème des nounous, mais c'est international. Le problème des chauffeurs, c'est pas qu'en Égypte, c'est partout. Et je souffre beaucoup de ça. Merci, j'ai des chefs qui comprennent et qui acceptent aussi le télétravail. Et grâce à la situation du corona, c'est plus facilité. Mais voilà,
Non, moi je suis très fière d'habiter en Égypte. Je vais vous dire, j'ai gagné en cadre de vie familial. Quand j'étais à Paris, notamment, je partais, il était 7 heures, je rentrais, il était 20 heures. Je ne voyais pas mes enfants, ils dormaient. Là, il y a des clubs partout. On a le temps de faire du sailing, du tennis, tout. D'aller à la mer tout le temps. Non, c'est. Et puis, on voit que la partie pyramide et la mer, mais l'Égypte, son expansion au niveau du New Cairo, de la nouvelle capitale, ça redonne à l'Égypte ce côté hégémonique qu'on avait peut-être oublié avant. Donc, les Égyptiens ont de quoi être fiers de leur pays et du grand développement qui est en train de se réaliser pour eux. Et la cuisine égyptienne, quel est votre plat égyptien préféré? Alors, j'avoue que je mange de tout. On mange à la maison du molokhaya, on mange du sharia, on mange des aubergines, tout. On ne fait pas de différence parce que j'ai eu beaucoup de nounous égyptiennes qui parlaient pas aussi, qui parlaient que l'arabe. Donc, ça m'a permis aussi d'apprendre en cuisine les mots d'arabe. Et chaque fois qu'on arrive à... Moi-même, j'arrive à refaire puisqu'elles m'ont beaucoup montré. Je cuisine et puis de toutes les façons, comme les enfants sont arrivés petits, eux-mêmes ils disent Anamos. Donc voilà. La cuisine martiniquaise est-elle différente de celle en Égypte? Alors la cuisine martiniquaise, elle est assez épicée, mais elle est très diversifiée et très, très raffinée. On a beaucoup de plats à base de fruits de mer, les langoustes, les crevettes, comme ici, grillées. Il y a des sea grills et des seafood partout, donc c'est à peu près ça. On a aussi beaucoup de plats avec le poulet, le mouton, préparés un peu pareil. Donc il suffit que j'explique à la nounou comment faire et ça se passe bien. Et moi, pendant les fêtes ou le temps le week-end, j'aime bien aussi cuisiner pour les enfants et la famille. Chacun d'entre nous possède dans sa vie des peurs, des craintes. Dans votre cas, et pour vous, quelles sont vos craintes? Alors ça, c'est c'est une bonne question. Vous savez, je suis un peu fonceuse. Et en même temps, il y a quelque chose que j'ai appris, on va dire, de la culture arabe dans sa globalité. En France, on ne dit jamais Inch'Allah. Et donc, quand quelque chose vous arrive, c'est la terre qui s'écroule à vos pieds. Ici, quelque chose arrive, ou quand j'ai vécu au Maroc, ou même en Algérie, on dit Inch'Allah. Alors, quand il y a des événements plus malheureux, on réalise que voilà, ça devait arriver, mais il faut rebondir, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Donc, j'avoue que profondément, ça a transformé ma vision et mon appréhension de la vie. Maintenant, si on doit parler des événements actuels, c'est vrai que ce qui me fait peur, c'est plus ces événements naturels. Parce que le reste, on peut se débrouiller. S'il y a, par exemple, chez nous, on peut être contraint à une éruption volcanique, à un raz-de-marée, le corona. Ça, c'est... Voilà. C'est plutôt global. Voilà. Sur lesquels on n'a aucune maîtrise. Qui est la femme qui vous inspire le plus? Maman, c'est une femme, quand on a perdu notre père, qui nous avait installés dans un environnement, on va dire, très très cossu. Ah ouais, je vous assure qu'on n'a pas vu de différence. Elle avait 3 enfants qui ont fait des études depuis bac plus 5, bac plus 6. Elle s'est battue, elle nous a donné l'amour, elle nous a tout le temps encouragés. Voilà, donc je crois que tous les trois, notre succès, on le lui doit. Et puis ici, j'ai de la chance aussi d'avoir une grande amie de cœur qui, qui est là quand j'ai besoin dans les joies et dans les peines. J'ai eu la chance de l'aider dans la participation d'un grand événement qui était le gala de charité pour la France. Et là,
grâce au réseau de mon ami, on a pu inviter tous les ambassadeurs francophones qui sont aussi nos amis. Donc c'est aussi bien d'avoir quelqu'un dans un pays qui vous soutient. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie? Bats-toi. Bats-toi et crois en l'amour. Parce que quel que soit ce que vous faites, c'est l'amour qui vous porte. De toutes les façons, ça se sent dans les relations avec les gens, quel que soit le pays. Vous savez, dans le monde dans lequel j'évolue, c'est un monde d'hommes. Moi, je suis jeune, je suis une femme noire et ça pourrait être un handicap. Mais bizarrement, je n'ai jamais été, je ne me suis jamais sentie contrainte par rapport à ça. Parce que les gens voient ma sincérité de cœur. Donc, quelles que soient leurs opinions, ils arrivent à dépasser. Et aussi, la deuxième chose, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Alors, ça met les gens dans un niveau d'égalité et de respect. Voilà. Moi, j'aime la justice, j'aime le respect et j'aime la joie. On est des îles, on aime faire la fête. En contemplant votre vie aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets, peut-être de la nostalgie? Alors, je n'ai pas de regrets. Comme je vous ai dit beaucoup de fois, j'ai eu beaucoup de chance. Néanmoins, j'espère qu'un jour, je pourrai me rapprocher de maman qui commence à prendre de l'âge, travailler peut-être dans la Caraïbe, en Amérique latine. Maintenant, voilà, c'est la vie. Si c'est pas moi, ce sera peut-être mes enfants. Donc, il faut être ouvert à ce que la vie nous propose et voilà. À la fin de notre interview et de la part de l'équipe de Au Féminin, Madame Jessie Belmo-Yeo, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ces moments avec nous. Mille merci et merci de votre accueil. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Madame Jessie Belmo-Yeo, une Martiniquaise qui vit en Égypte depuis presque 5 ans. On a vu comment l'installation en Égypte était, comment les aspirations pour l'avenir touchent un peu l'aspect familial, professionnel et également plus global à travers les objectifs de développement durable. J'espère que vous avez apprécié notre édition aujourd'hui et à une nouvelle émission au féminin. Au revoir.